Il y a des choses que même les feuilletons n'oseraient pas raconter, parce que si c'était le cas, les gens diraient que c'est exagéré, inventé, un délire de scénariste. Mais ce que je vais te raconter ici, mon enfant, est bel et bien arrivé. Dans un couloir glacé d'un hôpital, avec une odeur d'éther, un silence étouffé et une fillette en sweat rose tenant un sac rempli de poupées. C'était un vendredi froid, de ceux où même le café rechigne à sortir de la cafetière. L'hôpital Augusta do Rios était plus agité que d'habitude, et ce n'était pas faute de personnel. C'est que ce jour-là, le service pédiatrique allait recevoir une visite spéciale, une fillette de 8 ans qui tenait à offrir les poupées qu'elle cousait elle-même à la main, des poupées en tissu, à boutons, remplies d'amour. Elle les fabrique pour aider les autres enfants, disait l'infirmière Lucienne, les larmes aux yeux. Elle dit que les poupées soignent ce que les médicaments ne peuvent pas. Pendant ce temps, tout en haut de la ville, un hélicoptère se posait sur l'héliport de l'hôpital. En descendit Julio Valladares, le milliardaire qui dirigeait à lui seul le secteur pharmaceutique du pays. La plupart ne savaient même pas à quoi il ressemblait, on craignait juste son nom de famille. Un homme qui parlait peu, souriait encore moins et gardait ses secrets comme on garde des mines d'or. Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là allait tout changer. Et ce n'était pas à cause d'une réunion, d'un nouveau médicament approuvé ou d'une crise économique. C'était parce que, dans ce couloir froid, Julio allait découvrir la seule chose que l'argent ne peut acheter. La vérité que l'âme cache à sa propre mémoire. C'est alors que la fillette arriva. Avec ses cheveux bouclés, ses joues rosies par le vent et une petite cicatrice discrète sur le menton, elle marcha d'un pas assuré jusqu'au comptoir. Derrière elle, une assistante sociale filmait tout avec son portable. C'était un projet d'humanisation infantile, disait-on. Mais la fillette se moquait bien de la caméra. Elle voulait juste remettre ses poupées. Celle-ci, c'est Sofia, celle-là, Valentina, et celle-ci, Maria Aparecida, comme ma maman. L'infirmière sourit tendrement, prit les poupées et la remercia. Mais quelqu'un dans le coin de la pièce sembla perdre pied. C'était Julio Valladares, le milliardaire. L'homme fixait la fillette comme s'il voyait un fantôme. Ses mains tremblaient. Les larmes emplissaient ses yeux, mais il ne clignait pas des paupières. Et puis, il s'évanouit. Il tomba lourdement au sol, tel un vieux chêne foudroyé. Le silence qui suivit ne fut pas seulement celui de la surprise. C'était de la stupeur, du mystère, d'une âme bouleversée par un passé qui surgit soudain, habillé d'un sweat rose et tenant des poupées. « Docteur Julio !» crièrent des agents de sécurité. Mais il ne répondait pas. Il n'avait qu'un mot sur les lèvres, murmuré comme un soupir. « Aparecida. Si tu aimes les bonnes histoires, laisse ton like et abonne-toi. Sinon tu vas rater la suite de ce récit. Parce que ce que cette fillette va révéler, ce n'est ni dans les manuels de médecine, ni dans les rapports de la bourse. On dit souvent que les riches ne s'évanouissent pas, ils font un malaise. Mais ce jour-là, dans cet hôpital, le milliardaire Julio Valladares n'a pas eu de malaise. Il a eu un passé qui a explosé en pleine poitrine. L'image de cette fillette tenant une poupée, c'était plus fort que n'importe quel médicament de son entreprise. Plus fort même que l'orgueil cousu dans son costume sur mesure. Tandis que l'équipe médicale accourait pour aider le magnate allongé au sol, la fillette, effrayée, se recroquevilla dans un coin du couloir. L'infirmière Lucienne s'agenouilla près d'elle. « Le monsieur va bien ?» demanda la petite, les yeux grands ouverts. Lucienne ne réussit qu'à esquisser un sourire gêné. Parce que comment expliquer à une enfant que l'homme le plus puissant du pays est tombé raide par terre, juste en entendant le nom de sa poupée? Le vigile de l'hôpital, un type bâti comme une armoire, tentait d'éloigner les curieux. L'assistante sociale effaça la vidéo et cessa de filmer. Là, il ne s'agissait plus de publicité pour un projet social. C'était quelque chose de plus profond, de plus embrouillé, presque un secret de telenovela. Julio fut conduit dans une salle de repos, tandis qu'on essayait de comprendre ce qui s'était passé. Il se réveilla quelques minutes plus tard, haletant, en sueur, comme s'il venait de rêver d'un incendie encore en train de brûler en lui. La médecin s'approcha. « Monsieur Valladares, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Il regarda le plafond.
avala difficilement, et répondit d'une voix venue d'un endroit oublié, « J'ai vu Aparecida. » « Qui est Aparecida ?» Il la regarda comme si elle venait de poser la question la plus dangereuse du monde, celle qu'il évitait depuis 30 ans. « C'est une femme que j'aurais dû protéger, » dit-il, « et que j'ai laissée derrière moi. » Pendant ce temps, dans le hall de l'hôpital, la fillette attendait encore avec son sac de poupées. Elle en sortit une dernière qui n'avait pas encore été donnée et dit calmement « Celle-ci est ma préférée. Elle a une cicatrice au menton, comme ma maman. » Lucienne frissonna. « Ta maman a cette même cicatrice ?»« Oui, depuis qu'elle est tombée de vélo à 9 ans. Mamie dit que ça n'a jamais bien guéri, mais elle est belle quand même. » La phrase resta suspendue dans l'air, parce que là, dans cet hôpital géant, plein d'équipements de dernière génération, la seule chose qui comptait, c'était une cicatrice d'enfance, une cicatrice que Julio Valladares connaissait aussi. Et c'est alors que Lucienne posa une question, sans même savoir pourquoi. « Comment s'appelle ta maman, ma chérie ?» La fillette sourit, fière. « Maria Aparecida dos Santos. » Le sang quitta le visage de l'infirmière. Elle regarda lentement au fond du couloir, comme si elle pressentait que cette histoire était bien plus grande qu'un simple don de poupée. Elle appela un des vigiles et demanda qu'on appelle le docteur Valladares d'urgence. Le vigile hésita. « Il est encore en repos. Alors réveillez-le, parce qu'il y a des gens qui ont dormi toute leur vie et qui doivent maintenant ouvrir les yeux. » Et ainsi, mes amis, l'homme le plus puissant du pays se leva d'un lit d'hôpital sans comprendre que ce qu'il s'apprêtait à retrouver, ce n'était pas seulement la mère de cette fillette, c'était son propre passé qui frappait à la porte à coups redoublés. Et si tu crois que c'est déjà intense, attends de découvrir ce qu'il a fait à la mère de la fillette, il y a 30 ans. Il y a des gens qui ne meurent pas, mais qu'on abandonne. Et parfois, être abandonné est pire que mourir, parce que lorsqu'on t'oublie vivant, tu n'existes plus que dans la douleur. Et c'est cela que Julio Valladares a vu gravé sur le visage de cet enfant. La douleur d'une histoire qu'il avait tenté d'effacer, mais qui revenait maintenant, cousue dans une poupée de tissu. Quand le vigile entra dans la salle de repos et prononça le nom Maria Aparecida dos Santos, Julio bondit. Il ne ressemblait plus au magnate arrogant de l'industrie pharmaceutique. Il avait l'air d'un garçon perdu, tremblant de l'intérieur. « Vous êtes sûr d'avoir entendu ce nom ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « La petite, là dehors, a dit que sa mère s'appelait comme ça. Elle a une cicatrice au menton. Et elle est couturière. » Julio devint livide. Livide comme un badge de nouvel employé. Il passa la main dans ses cheveux, regarda le sol, le plafond, puis fixa enfin le miroir de la pièce. « Je l'ai laissé devant la gare routière, » murmura-t-il, comme s'il confessait un péché à un mur. « Je lui ai dit que je reviendrais dans 2 semaines, et je ne suis jamais revenu. » À ce moment-là, le vigile ne savait pas s'il devait sortir de la pièce ou rester pour écouter. Parce que là, mon ami, le masque de l'élite tombait lentement. Et derrière, il y avait un lâche. Un homme qui avait choisi la carrière, le statut, le confort, et enterré une histoire d'amour comme on enterre un chien dans le jardin. « Elle était enceinte ?» demanda le vigile, tentant encore de comprendre. Julio le fixa comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Elle ne le savait pas encore. Mais oui, silence. Le genre de silence qui fait du bruit. Le genre de silence qui crie « Maintenant, assume !» Il quitta la pièce sans dire un mot, marcha dans les couloirs tel un fantôme. Chaque pas était une brique du passé qui s'écroulait. Et là, à la réception, la fillette était toujours là, debout, tenant la dernière poupée. Quand leurs regards se croisèrent, on aurait dit que le temps faisait un bruit sec de papier déchiré. « C'est vous le monsieur qui s'est évanoui ?» demanda-t-elle innocente. Il réussit seulement à hocher la tête, presque sans souffle. « Vous voulez une poupée, vous aussi? Comment s'appelle-t-elle? Celle-là n'a pas encore de nom. Maman dit toujours que quand on rencontre quelqu'un de spécial, on ressent son nom. Vous voulez choisir ?» Julio prit la poupée entre ses mains. Elle avait des cheveux en laine noire, des yeux en boutons bleus et une couture de travers au menton. Il passa ses doigts lentement sur la cicatrice de la poupée et sa main trembla. Elle s'appelle Aparecida.
La fillette sourit sans savoir que ce mot était en train de faire fondre le cœur d'un homme de fer. Et avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, Julio lâcha « Je peux rencontrer ta maman ?» La fillette le regarda avec méfiance. Elle n'aime pas les visites, mais aujourd'hui, c'est son jour de congé. Elle coûte à la maison. Tu peux m'emmener jusqu'à elle? La fillette réfléchit, regarda autour et répondit avec la plus grande simplicité du monde. Si mamie est d'accord, je t'emmène. Mais seulement si tu promets d'être poli. Ma mère a déjà trop souffert avec les hommes menteurs. Cette phrase, mon enfant, valait plus qu'une réponse. C'était une gifle avec un gant en dentelle. Parce que pour la première fois, l'homme le plus redouté des laboratoires avait peur de décevoir une enfant. Et toi, tu pensais que les milliardaires ne pleuraient pas? Attends qu'il arrive dans cette maison et vois ce qu'il reste de la femme qu'il a abandonnée, enceinte, à un arrêt de bus. Il était 13 heures quand Julio Valladares sortit pour la première fois d'un hôpital sans donner d'ordre, sans gardes armés devant lui, sans chauffeur qui l'attendait. Il sortit comme un homme ordinaire, dans une voiture populaire prêtée par l'assistante sociale, avec une fillette sur la banquette arrière et un ouragan dans le cœur. « Tourne ici, monsieur. C'est cette rue en terre, » dit la petite naturellement, comme si elle emmenait l'homme le plus riche du pays prendre un café sur un toit. Julio ne clignait même pas des yeux. À chaque virage, il s'enfonçait davantage dans ses souvenirs. Il se souvenait d'Aparecida assise au bord du lit, riant de n'importe quelle bêtise. Il se souvenait de l'odeur du linge lavé au savon de coco, de sa bouche rouge, de sa voix simple. Il se souvenait surtout de cette phrase qu'elle avait dite avant qu'il parte. « Promets que tu reviendras, Julio. Promets-le. » Il avait promis, et il n'était jamais revenu. La voiture s'arrêta dans une ruelle étroite, aux murs écaillés, et à l'odeur de haricots dans l'air. La fillette sauta de la banquette arrière, ouvrit un portail en fer grinçant, et montra du doigt. C'est tout au fond, maison 17. Julio descendit lentement, comme si ses chaussures étaient plus lourdes que son corps ne pouvait les porter. Il passa devant des cordes à linge avec des vêtements d'enfant, un vélo rouillé, 3 chats errants et une vieille radio jouant une musique country pleine de chagrin. Sur le pas de la porte de la maison 17, une femme cousait à la machine. Elle portait un tablier fleuri, des lunettes et fredonnait doucement. Le bruit de l'aiguille entrant dans le tissu donnait le rythme à la scène, comme si la vie s'obstinait à continuer, malgré tout. « Maman !» cria la fillette. La femme leva les yeux, sourit, mais son sourire s'éteignit dès qu'elle vit l'homme derrière sa fille. Elle devint pâle, comme si le temps lui avait noué la gorge. Elle se leva lentement, enleva ses lunettes et dit d'une voix rauque pleine de douleur « Ce n'est pas possible ». Julio ne parvenait pas à parler. Il déglutit difficilement, mais les mots semblaient tous coincés dans sa gorge. La douleur qu'il ressentait n'était pas physique, elle était morale, existentielle. La fillette regardait l'un puis l'autre, confuse. « Vous vous connaissez ?» Aparecida fit 2 pas, s'arrêta. Son cœur semblait battre au ralenti. « Julio Valladares » dit-elle, d'un ton mêlant surprise, rancune et un certain orgueil d'être encore debout. « Tu as eu le courage de venir ?» Il essaya de se justifier, mais elle leva la main. « Pas besoin, ça fait trop longtemps. Maintenant, on n'écoute que ce qui mérite d'être entendu. » La fillette tira le bras de sa mère, inquiète. « Ça va, maman ?» Aparecida inspira profondément, passa la main dans les cheveux de sa fille et répondit avec douceur « Ça va, mon amour, ce monsieur, c'est juste un nom ancien que je ne pensais plus jamais entendre. » Mais Julio ne tint plus. « Je suis venu te demander pardon, Aparecida. » Elle baissa les yeux, ses mains tremblaient, mais il n'y avait pas de larmes. « Pardon? Après 30 ans ? Après m'avoir laissé enceinte à un arrêt de bus avec une promesse sur les lèvres et un aller simple dans la poche ?» La fillette ouvrit de grands yeux. « Enceinte ?» Aparecida hésita. Elle ne voulait pas lui dire comme ça, mais maintenant, c'était trop tard. « Oui, mon amour, tu es la fille d'un homme qui n'est jamais revenu. » Le silence fut si grand qu'on pouvait entendre la machine à coudre se balancer toute seule. Julio tomba à genoux, littéralement. Là, sur le ciment de la véranda, en costume italien et avec l'âme en lambeaux, le milliardaire s'agenouilla devant la femme qu'il avait abandonnée et la fille qu'il ne savait pas être la sienne.
et la question qui flotta dans l'air fut posée par la fillette elle-même. « Alors, tu es mon papa? Et là, mon enfant ?» Le monde a tourné avec intensité. Il y a des vérités qui, une fois dites, changent le cours du monde. Et à cet instant précis, là même, dans la petite cour de la maison 17, une fillette découvrait que l'homme à genoux devant elle, celui qui ressemblait à une image sortie de la télévision, était en réalité son père. Mais qui a dit que la vérité venait avec des confettis? Aparecida tira sa fille vers elle, la serra dans ses bras comme pour la protéger des flammes, et regarda Julio droit dans les yeux. « Tu vas repartir encore une fois, tu vas disparaître encore, ne viens pas maintenant jouer au papa de feuilleton. » Julio ne répondit pas, il baissa simplement la tête. La honte pesait plus lourd que son nom en bourse. La fillette, confuse, triturait son sweat avec les mains, tentant de comprendre. « Maman, c'est vrai? »« Oui. Mais tu n'as besoin d'aucun père. Tu as grandi belle, forte, remplie d'amour. Mais pourquoi il est parti ?» Aparecida soupira, un soupir qui déchire de l'intérieur. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent aimer que lorsqu'ils n'ont pas à choisir entre l'amour et leur ego, et le sien a toujours été plus grand que nous. Julio ferma les yeux, retenant ses larmes. Parce qu'entendre cela de sa propre fille, sans avoir été père ne serait-ce qu'un seul jour, ça fait mal, mais l'entendre de la femme qu'on a laissée au bord de la vie, ça détruit. Il se leva alors, sortit son portefeuille, en sortit une épaisse liasse de billets, ou peut-être un chèque, nul ne sait, et la tendit à la fillette. « Je veux aider, vraiment, je peux. » Mais Aparecida donna un coup au papier. L'enveloppe s'envola, comme une feuille sans maître. « Tu crois que l'argent répare ?» cracha-t-elle avec un tel mépris que même les chats du quartier s'enfuirent. « Ce que tu as ne paie pas ce que j'ai vécu. La faim, l'humiliation, les nuits à coudre avec un bébé malade dans les bras. » Le cri résonna dans toute la ruelle. C'est alors qu'une voisine jeta un œil par la fenêtre. Une autre sortit à la porte. Deux de plus s'approchèrent. « Qu'est-ce que cet homme fait ici, Aparecida ?» hurla une dame de la maison 14. « C'est celui de la télé », chuchota une autre. « Partez, monsieur Julio. Ici, on vit avec peu, mais on garde la tête haute. » Le milliardaire se retrouva cerné, pas par des voleurs, mais par des gens simples, qui défendent les leurs avec l'âme. « J'ai fait une erreur, je le sais, mais je veux réparer. »« Réparer » coupa Aparecida. « On ne répare que ce qui a été brisé, et il y a des choses qu'on a arrachées, Julio. Il y a un trou ici. » Elle tapa sur sa poitrine. « Que même Dieu n'a pas voulu recoudre encore. » La fille observait tout en silence, les yeux embués, et c'est elle qui dit doucement « J'ai toujours rêvé d'avoir un papa, mais pas comme ça. » Le silence revint, mais cette fois, c'était un autre silence, le silence d'un homme écrasé entre le passé et la culpabilité. Il ramassa l'enveloppe tombée au sol, redressa son costume, et dit « Je ne vais rien imposer. » Mais je vais prouver que j'ai changé. Et il s'éloigna, lentement, sans se retourner. Aparecida tint sa fille contre elle et dit, la voix étranglée, « Il peut être ton père, mais tu ne l'appelleras ainsi que le jour où il le méritera. » Et ce jour-là commença la guerre la plus difficile qu'un homme puisse mener, la guerre pour récupérer le temps perdu. On dit que le temps est le meilleur des remèdes, mais on oublie de prévenir que certaines blessures, le temps ne les guérit pas, il les endort seulement. Et quand elle se réveille, elle hurle. Julio Valladares retourna à sa voiture en silence. La portière claqua comme un verdict. Coupable. Le chauffeur n'osa rien demander. Il alluma simplement le moteur et prit la route, pendant que le milliardaire fixait la vitre comme s'il cherchait dehors le garçon qu'il avait été, celui qui avait eu peur d'aimer. Celui qui avait fui Aparecida, enceinte, avec une belle excuse et une lâcheté encore plus grande. Le lendemain, son nom était partout dans les journaux. Philanthrope visite une favela dans le cadre d'un projet social. Mystère autour d'une visite privée qui bouleverse. Mais ce n'était pas de la philanthropie, ce n'était pas du marketing, c'était de la culpabilité. Julio passa la journée enfermé dans son appartement en hauteur. Il fit suspendre toutes les réunions, éteignit son portable et resta là, assis par terre dans le salon, feuilletant une vieille boîte qu'il avait fait chercher dans les archives de sa mère.
Là, il y avait les lettres de jeunesse, les seules qu'Aparecida lui avait envoyées et auxquelles il n'avait jamais répondu. « Julio, tu me manques. Mon ventre commence à s'arrondir. Le bébé bouge quand je chante cette chanson que tu aimais. » Il serrait le papier comme on serre son propre cœur. Les mots, tachés par le temps ou par les larmes de celle qui les avait écrits, brûlaient comme du fer rouge. Et c'est là, sur ce sol de marbre avec vue sur toute la ville, qu'il éclata en sanglots. Un vrai sanglot, laid, de ceux que les puissants cachent même à eux-mêmes. Un sanglot de 30 ans retenu. Pendant ce temps, à la Villa Santa Dalila, Aparecida préparait du riz, des haricots et des côtes de porc au four. Sa fille, silencieuse, jouait avec une nouvelle poupée. « Maman, tu l'aimes encore ?» La question tomba comme une lame. Ce n'est pas une question d'aimer, c'est une question de survivre. Mais, et s'il changeait? Aparecida soupira. Il y a des gens qui changent, mais d'autres qui se repentent seulement parce qu'ils ont été découverts. La fillette resta silencieuse, puis murmura « J'aimerais qu'il m'écoute chanter. » Pourquoi? Parce que j'ai rêvé qu'il pleurait, mais pas de regret. Il pleurait d'amour. Aparecida s'arrêta de remuer ses casseroles. Ça faisait mal, parce que ce que sa fille voulait, ce n'était ni luxe, ni cadeau cher, c'était de la reconnaissance. Le lundi, l'assistante sociale arriva à l'hôpital avec une nouvelle étrange. Monsieur Valadars a décidé de rénover toute l'aile pédiatrique. Il va installer une ludothèque, de la musique, des jouets éducatifs, tout au nom du projet Poupée courageuse. Lucienne, l'infirmière, ouvrit de grands yeux, mais c'était le nom que la fillette voulait donner à la poupée sans nom. Il a dit qu'il ne voulait pas d'applaudissements, juste commencer quelque part. Mais les rumeurs ne s'arrêtèrent pas là. Le même jour, le journal local annonçait la création d'une nouvelle fondation, Institut Aparecida, éducation et dignité pour les mères seules. Et la question que tout le monde posait était « Le milliardaire veut-il acheter le pardon avec des œuvres sociales ?» Parce que quand le monde dit qu'il est trop tard, chaque geste paraît suspect. Mais ce soir-là, sur la véranda de la maison 17, Aparecida tenait la poupée avec le nom de sa fille brodé sur la robe. Et pour la première fois depuis des années, elle leva les yeux vers le ciel et dit « Mon Dieu, si c'est sincère, montre-le-moi dans son cœur. » Le lendemain matin, la fillette allait se réveiller avec un billet sur la fenêtre. Et ce qui était écrit dessus allait tout bouleverser. Se réveiller tôt à la Villa Santa Dalila, c'est entendre le camion de gaz, les miaulements des chats de la voisine et la radio de Donna Norma qui passe du vieux boléro. Mais ce matin-là, le son qui envahit la maison 17 n'était rien de tout cela. C'était le silence d'une enveloppe appuyée contre la fenêtre avec un ruban bleu et un nom écrit à la main « Pour ma fille, si elle accepte de m'écouter ». Aparecida la vit avant sa fille. Elle prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle touchait quelque chose de sacré, et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, il y avait une feuille pliée et une clé USB. Sur la feuille, les paroles d'une chanson, écrite de la main de Julio. « Chante-moi ce que je n'ai pas entendu, danse avec moi le temps que j'ai perdu. Si un jour ton pardon touche ma terre, apprends-moi à être père, sans savoir comment. » Aparecida avala sa salive. Au dos de la feuille, un petit mot. Elle a dit qu'elle aimait chanter. Si elle aime encore, voici sa scène. Aujourd'hui, 19h, à l'hôpital. Avec ou sans public, j'y serai. La fillette vit sa mère tenant le billet et courut. C'est de lui, n'est-ce pas? Aparecida hésita. Mais ne mentis pas. Oui, je peux y aller? Tu veux y aller? La fillette réfléchit, baissa les yeux et répondit avec une phrase qu'Aparecida n'aurait jamais imaginé entendre. « Je veux savoir si mon papa m'écoute. » Avec le cœur. Aparecida voulait dire non, protéger, blinder, cacher sa fille des déceptions, mais quelque chose en elle céda. Un vieux fil de foi, presque éteint. Ce soir-là, l'auditorium improvisé de l'aile pédiatrique devint un théâtre. Les chaises recouvertes à la hâte. Un vieux micro nettoyé à l'alcool, une enceinte prêtée par la paroisse. Julio arriva à 18h45, sans sécurité, sans presse, juste avec une chemise simple et les yeux humides. « Elle vient ?» demanda-t-il à Lucienne. L'infirmière, nerveuse, répondit « Je crois, mais elle n'a rien promis. » À 19h pile, la porte du fond s'ouvrit.
et elle entra. Sweat rose, tresse dans les cheveux, poupée dans les bras. Le micro paraissait immense dans ses petites mains. Le public était réduit, mais les cœurs battaient comme dans un stade. Et la fillette chanta, pas une chanson répétée, pas quelque chose qu'elle avait vu sur YouTube. Elle chanta la chanson de la feuille. Chante-moi ce que je n'ai pas entendu. Danse avec moi le temps que j'ai perdu. Chaque mot était comme un point de couture entre deux mondes, entre ce qui fut et ce qui pouvait encore être. Julio ne put retenir ses larmes. Il pleura, mais pas de remords. Il pleura avec le cœur. Et Aparecida, cachée au fond de la salle, pleura aussi, parce que là, elle vit l'impossible se recoudre. Quand la fillette eut fini, elle regarda l'homme assis au premier rang et dit « Merci de m'avoir écouté ». Et elle descendit de scène. Mais avant de quitter la salle, elle regarda en arrière. Et pour la première fois, elle dit « Bonne nuit, papa ». Ce fut un murmure. Mais il suffisait. Le monde entier aurait pu s'effondrer. Mais cet homme était debout à l'intérieur. Il y a des vérités qu'on confesse dans l'obscurité, mais d'autres que le monde entier entend même quand on essaie de les cacher. Et pour le malheur ou le châtiment de Julio Valladares, l'histoire qu'il voulait garder dans son cœur explosa au journal de 20 heures. Un milliardaire retrouve sa fille perdue à l'hôpital et s'évanouit en reconnaissant une femme du passé. C'était une manchette, une vidéo, des gens qui en parlèrent dans l'ascenseur, au supermarché, dans la file de la boulangerie. La nouvelle se répandit comme une commère à un arrêt de bus. Et bien sûr, il ne fallut pas longtemps pour que des journalistes encerclent la Villa Santa Dalila. Ils voulaient savoir qui était cette femme qui avait mis à terre l'homme le plus puissant du pays avec une poupée et un souvenir. Ils voulaient savoir si elle allait poursuivre, demander une pension, écrire un livre. Mais Aparecida ne voulut rien savoir de tout ça. Elle ferma le portail, baissa le rideau et dit « Ici, il n'y a pas de célébrité, il n'y a que des cicatrices. Mais le monde ne comprend pas le silence. Il crie, exige, presse, et celle qui le sentit dans sa chair, ce fut la fillette. À l'école, les murmures commencèrent. C'est la fille du milliardaire, elle va sûrement passer à la télé. Maintenant, elle va habiter dans un manoir, c'est sûr. Elle rentrait chez elle différente, plus silencieuse, plus tendue. « Oh, qu'est-ce qu'ils disent, ma fille ?» demanda Aparecida. « Que je suis riche, mais tu l'es... » La fillette ouvrit de grands yeux. « Je le suis, oui, riche en amour, riche en dignité, riche en caractère, et ça, personne ne peut l'acheter. Mais ce qu'Aparecida ne savait pas, c'est que Julio lui-même vivait la même chose. Réunions annulées, contrats suspendus, directeur exigeant des explications. Julio, cette histoire salit l'image de l'entreprise, cria le vice-président. Qu'elle la salisse. Tu vas laisser ça devenir une telenovela publique? Ce n'est pas une telenovela, c'est ma vie. La même semaine, Julio fit l'impensable. Il convoqua une conférence de presse. Le pays entier s'arrêta pour regarder. Tous voulaient savoir si c'était vrai, s'il avait vraiment abandonné une femme enceinte et réapparu des décennies plus tard. Mais il ne se défila pas. Les yeux fixes, il déclara en direct « Il y a 30 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai fui l'amour, fui mes responsabilités, fui quelqu'un qui ne m'avait offert que le plus pur, la confiance. Et aujourd'hui, ce que j'ai reçu, c'est le pardon de ma fille. Et, avec un peu de chance, peut-être un jour, de sa mère aussi. Ce fut comme jeter de l'essence sur le feu. Certains applaudissaient, d'autres l'attaquaient. Mais Aparecida regardait en silence, sur sa petite télé de cuisine. Et quand il termina, fixant la caméra et disant « Je ne veux pas laver mon nom. Je veux honorer celui que porte ma fille », elle éteignit. Des larmes coulaient, mais elle ne les laissa pas tomber. Elle les essuya du revers de la main et murmura « Le monde peut applaudir, mais ici, le pardon, c'est par les actes. » Le lendemain matin, une lettre arriva, écrite à la main d'une écriture lente, presque timide. « Chère Aparecida, tu ne me dois rien, mais moi, je vous dois toute une vie. Laisse-moi juste le montrer, un jour après l'autre. » Elle lut, relut, et rangea dans la boîte où elle gardait les bulletins de sa fille, ses dessins d'enfance et sa première mèche de cheveux. Et elle dit, un jour après l'autre, ça peut être beaucoup, ou ça peut être tout.
mais elle ne savait pas que le lendemain apporterait une visite qui allait tout changer. Le lendemain matin, la sonnette retentit tôt. Aparecida ouvrit la porte, et devant elle se tenait une femme élégante, vêtue de blanc, le regard fixe et les mots tranchants. « Je suis la femme de Julio ». Le monde sembla se figer, mais Aparecida ne flancha pas. « Entrez !» La femme entra, regarda autour, vit les murs simples, la photo de la fillette sur le buffet, et dit sans détour « Il m'a quitté, et je crois que c'est à cause de vous ». Aparecida garda le silence. « Il dit que ce n'est pas vous, que c'est lui. Mais je le connais. Il n'a jamais regardé quelqu'un comme il vous regarde. Et je veux savoir, vous l'aimez encore ?» Aparecida prit une inspiration, regarda droit dans les yeux et répondit « Je l'aimais, il y a des années. Mais ce qu'il y a entre nous aujourd'hui, ce n'est pas un conte de fées, c'est un compte à régler avec la vie. Alors pourquoi êtes-vous revenu dans sa vie? Je n'ai rien demandé. Il a juste découvert une vérité qu'il n'a pas pu enterrer. » La femme resta silencieuse. Mais avant de partir, elle lança « S'il vous choisit, je vous souhaite du courage, parce que ce n'est pas facile d'aimer un homme qui ne s'aime pas lui-même. » Et elle partit. Ce même après-midi, une convocation judiciaire arriva. Une audience pour la reconnaissance de la filiation. Julio voulait officialiser ce que le cœur avait déjà accepté, mais Aparecida hésitait. Et si tout ça n'était qu'un élan, une impulsion, et s'il s'en allait de nouveau? Mais la fillette dit « Maman, même si c'est pour une semaine, je veux qu'il sache qui je suis, et je veux savoir qui il est, en vrai. » Le jour de l'audience arriva. Julio entra, accompagné de son avocat. Costume sobre, visage fermé. Mais quand il vit la fillette, il sourit. Le juge demanda « Monsieur Julio, reconnaissez-vous cet enfant comme votre fille biologique ?» Il répondit sans détour « Non seulement je la reconnais, mais je l'accepte dans ma vie, dans mon nom, dans mon histoire. » Puis il regarda Aparecida, les yeux humides. « Et si elle le permet, j'aimerais qu'elle aussi fasse partie de cette histoire, pas comme un chapitre, mais comme une co-autrice. » Les larmes coulèrent. Le juge, ému, déclara « Que ceci soit consigné. À partir d'aujourd'hui, cet enfant portera le nom de celui qui a eu le courage de revenir et l'humilité de demander pardon. » À la sortie du tribunal, les journalistes encerclèrent, les caméras flashaient, mais Aparecida couvrit les oreilles de sa fille et dit « Ne regarde pas l'extérieur, ma fille, regarde ce qui compte. » La fillette, souriante, répondit « C'est quoi qui compte ?» Et elle regarda vers Julio, les bras ouverts, la famille. Ce fut ce jour-là que Julio, l'homme des tours de verre, découvrit que l'amour ne se construit pas avec de l'argent, mais avec des gestes, des silences, des présences, et que certaines poupées guérissent bien plus que des douleurs d'enfance. Parce qu'au fond, chaque cœur abandonné attend juste une chose, être entendu.